Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progresserons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses Q et A dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de portion questions et réponses lors de cette session. Toutefois, nous allons prendre vos questions, trouver les réponses et les partager comme ressources sur notre page GC Wiki du RJF. Aussi, la modératrice posera potentiellement vos questions en direct aujourd'hui. En tant que personne qui travaille dans la fonction publique depuis environ 5 ans, je me souviens facilement d'un temps où, au début de ma carrière, j'entendais des termes tels que AIPRP, Section 34 ou Relations de travail mentionnés dans des réunions et qu'un sentiment immédiat de confusion suivait. Certains de ces termes m'ont été expliqués assez rapidement car ils impactaient directement mon travail quotidien, alors que d'autres ont mis des mois, voire des années à saisir. Aujourd'hui, le sujet de l'heure sont les communications, un de mes sujets préférés. Avant de commencer, nous avons quelques questions afin de tester vos connaissances avant la session. Aucun souci si vous ne savez pas les réponses, c'est vraiment juste pour le plaisir. Donc, on voit déjà les questions à l'écran. La première question est vrai ou faux? Les communications externes ont pour but d'informer les employés des activités ayant lieu dans leur propre département. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'un alt text? Est-ce que c'est un texte traduit de sa langue originale? Est-ce une description d'une image pour les lecteurs d'écran? Ou est-ce une communication top secrète? Et puis finalement, question numéro 3. Mes activités sur les médias sociaux peuvent-elles mettre mon travail en danger? Oui, non ou je ne le sais pas. Donc, on va vous donner quelques petites secondes pour répondre à toutes ces questions. Je vais les réponses venir assez rapidement. Peut-être un autre 6 secondes. 3, 2, 1. Parfait. Donc, on peut afficher les résultats. Super. Donc, la première question. Le vrai ou faux, les communications externes ont pour but d'informer les employés des activités ayant lieu dans leur propre département. 86% ont dit faux et vous avez en effet raison. Vous n'avez pas tombé dans le piège. En fait, c'est un peu plus les communications internes qui auraient ce rôle principalement. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'un alt text? Bon, c'est un peu plus divisé ici. 57% des gens ont dit que c'est une description d'une image pour le lecteur d'écran. Ces personnes ont raison. 43% des gens ont dit que c'est un texte traduit de sa langue originale. Et finalement, question numéro 3. Mes activités sur les médias sociaux peuvent-elles mettre mon travail en danger? 100% des gens ont raison et ont dit que oui, ça peut mettre nos travails en danger, ce qu'on publie sur nos médias sociaux. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monica Chevalier, qui sera notre modératrice pour la session en français. Donc, à toi, Monica. Merci beaucoup, Olivier. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui, accompagnée d'Alex Sabourin. Alex, on va lire ta biographie. Né au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ayant grandi dans la Côte-de-Sable, ou Sandy Hill, à Ottawa, Alex Sabourin a passé la majeure partie de sa vie d'étudiant à l'Université d'Ottawa à travailler dans le journal de l'école La Rotonde et a animé diverses émissions de radio communautaire. Après avoir obtenu son diplôme, Alex a été intégré à Agriculture et Agroalimentaire Canada, où il a travaillé pendant 10 ans à la surveillance et à l'analyse des médias, aux relations avec les médias et aux communications stratégiques. Après un passage dans le domaine des communications de la justice pénale à Sécurité publique Canada, il dirige maintenant les événements et les partenariats pour le Bureau de la collectivité des communications. Alors, merci, Alex, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette introduction, Monica. C'est un plaisir d'être ici avec toi aussi. Parfait. Alors, aujourd'hui, sur GC 101, on va explorer des concepts clés que les gens ont sûrement déjà entendu parler par rapport aux communications. Je suis très excitée d'être ici parce que moi, je travaille prochement, je
Je travaille avec l'équipe de communication. Par contre, c'est pas mon domaine. Alors, j'espère que tu vas répondre à plusieurs de mes questions également. Alors, commençons avec la première. Qu'est-ce que signifie lorsqu'on entend les gens dire du point de vue des communications? C'est quoi au juste la perspective des communications? Exactement. Alors, oui, merci pour cette question. C'est quelque chose qu'on entend souvent, qui est un peu nébuleux, genre comme, c'est quoi exactement là, cette histoire de perspective des communications? Avant de vous dire c'est quoi la perspective, j'aimerais ça juste comme vous expliquer un peu l'ADN des communicateurs, comme je le vois depuis le début de ma carrière. Je pense que c'est des gens qui sont souvent, qui aiment beaucoup s'amuser, qui sont dynamiques, qui aiment un travail qui est rapide, alors un rythme rapide dans le travail. Souvent aussi, c'est des gens qui sont un peu type A, qui veulent atteindre des résultats, mais qui sont un peu dispersés aussi des fois, un peu comme des artistes. Et puis, souvent, c'est ça, c'est des gens qui sont des raconteurs, qui aiment ça explorer toutes les facettes d'une histoire. Fait que si on revient à la question, ce que ça signifie quand quelqu'un demande c'est quoi ce point de vue de communication, ben essentiellement, c'est définir ses objectifs et puis être stratégique dans la façon qu'on visionne ses communications. Fait que, on parle de connaître son public, penser justement à qui est destinée la communication, penser à l'environnement public, ce qui a été dit dans les médias par vos parties prenantes, par le public, par rapport à quelque chose que vous essayez de communiquer, et puis aussi votre raison de communiquer. Qu'est-ce qui est le but ultime? Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre? On voit souvent des clients nous demander en communication pour quelque chose de très spécifique. Ils arrivent et puis ils disent on veut une infographie. On aimerait ça que vous nous fassiez un vidéo à propos de X, où on a besoin d'un message viral sur les médias sociaux. Et puis, il faut toujours comme un peu comme les aider à revenir à qui est-ce qu'on essaie de s'adresser? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'avoir cette information-là? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Là? C'est quoi l'appel à l'action? Et puis, c'est où le meilleur endroit pour les atteindre? Alors, des fois, les gens ne pensent pas à ça. Alors, c'est un peu ça la perspective des communications, c'est être stratégique. Alors, aussi, on pense souvent à l'accessibilité. De l'information qu'on fournit. Alors, dire ça en langage clair et simple pour s'assurer que ça rejoint bien les Canadiens. Et puis aussi, penser au numérique par défaut. Toujours essayer de se dire que le numérique, c'est comme la meilleure façon de rejoindre la plupart des Canadiens. Alors, c'est pas mal ça. Non, c'est bon ça. Comme moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est que vous avez quand même un côté marketing parce que quand quelqu'un vous demande quelque chose, immédiatement, vous devez penser, comme tu as dit, comme à qui ça s'adresse, quand, comment, comme ces questions clés-là. Ça, c'est beaucoup des choses de marketing également. Alors, exact. C'est c'est vraiment bon. comme être stratégique dans tout ce qu'on fait, parce que justement, on a une position qui s'appelle communication stratégique, mais c'est tous les communicateurs qui doivent être stratégiques. Et puis oui, le marketing, il y a une position, encore une fois, il y a une équipe spécifique qui se charge de tout ce qui est publicité, mais c'est tous les communicateurs qui font un peu du marketing, que ce soit à travers des médias sociaux, quand on écrit nos messages. Alors ouais, non, je crois que ça se rapporte à toutes les communications finalement. Oui, ça joue un rôle. Parfait. Alors, notre deuxième question, pouvez-vous expliquer la différence entre les communications internes versus externes? Absolument. Et puis, c'est ça la question qui a été posée à l'emblée de la session. Même moi-même, je me posais la question, est-ce qu'on peut parfois communiquer de façon externe avec ses employés? Puis je pense que oui, ça l'arrive, mais c'est pas la raison primordiale. Mais oui, non, pour être vraiment en toute simplicité, c'est les communications externes, c'est tout ce qui est disponible au public, qui a été justement élaboré pour le public externe. Ça peut être à travers les médias, comme on est quand même, on est toujours, on a un favori traditionnel ici au gouvernement, le communiqué de presse, qui parfois
parfois, on se pose la question comme pourquoi est-ce qu'on fait encore les choses avec un communiqué de presse? Mais semble-t-il que c'est toujours notre outil favori pour rejoindre les médias, mais aussi tout ce qui est contenu web, médias sociaux, sur nos fils externes. Et puis même, lorsqu'on écrit un discours qui est prononcé par quelqu'un dans un événement public. Alors, tout ça, ce sont des comms externes. On va souvent entendre le vieux dicton, là, qu'est-ce que ça donnerait si on voyait ça en première page de la presse? Alors, tu sais, comme est-ce qu'on est préparé à ça, là? Fait que ouais, c'est ça. Puis, comms internes, ben, je veux dire, c'est ça, c'est tout ce qui est destiné vers les employés sur des plateformes internes. Alors, l'intranet de votre organisation, des courriers électroniques qui viennent tu sais, des bulletins d'information ou des courriels de vos responsables départementaux. Les événements, comme ça, tout ce qui est assemblée générale, remise de prix du ministère, activités de campagne de charité, ces choses-là, c'est tous des trucs qui sont à l'interne, puis de la signalisation que vous voyez dans les bureaux, les écrans parfois qui vont donner de l'information aux employés. C'est tous des trucs qui sont nature interne. Fait que, j'entends des fois les gens dire que la comms interne est moins importante ou moins prestigieuse que les comms externes. Et puis, moi, je veux dire que c'est tout simplement pas vrai. Honnêtement, surtout dans le contexte actuel où la pandémie a changé la façon qu'on obtient nos informations. Il y a une très grande importance aux informations qu'on obtient de notre organisation. Et puis, c'est ça surtout avec le retour au travail, le retour au bureau. Même moi, j'ai travaillé en comms externe toute ma carrière et puis là, je me retrouve un peu plus dans un rôle de comms interne au bureau de la collectivité des communications. Puis c'est super le fun. Je peux être créatif et j'aide justement les communicateurs à avoir les outils dont ils ont besoin à s'améliorer dans leur travail. Alors, non, vraiment, c'est tout aussi excitant. Alors, écoutez pas les gens qui vous disent ça. Non, c'est bon. Alors, comme tu viens de dire que la plupart de ta carrière était en communication externe et c'est maintenant que tu fais interne. Pour des gens qui sont en train d'étudier la communication ou qui sont nouveaux dans le gouvernement et qui ont un emploi en communication, pas dire comme quel qui est meilleur, mais c'est quel que tu aimes le plus ou c'est quoi les pros and cons, si tu veux, des deux? Je pense que ça dépend vraiment de ton intérêt spécifique. Et puis, quand je pense au point d'entrée en communication, les gens commencent souvent dans une fonction de, on va dire, surveillance avec les médias, où tu regardes justement, c'est plus vers l'environnement public. Ouais, peut-être, en fait, c'est mon expérience, alors je parle de façon personnelle. Mais je pense que non, il y a plusieurs points d'entrée. Si toi, ce qui te passionne, c'est faire de la recherche en opinion publique, il y a des positions dans ce domaine-là. C'est vraiment assez vaste en termes d'éventail de positions. Si vous aimez faire des consultations, c'est quelque chose qui se fait au sein des communications. Tout aspect, publicité, marketing, c'est comme une autre fonction qui souvent, justement, est quand même assez de niche, qui découle vraiment d'un petit milieu spécifique. Alors, non, je pense que c'est vraiment, vous pouvez avoir de l'intérêt dans tout et n'importe quoi, mais si moi, je vais parler de façon personnelle, j'aime beaucoup, j'ai aimé travailler en communication stratégique parce que ça se rapporte à l'environnement public, ce qu'on voit dans le milieu politique, dans les nouvelles. Alors, si vous êtes un peu junkie des nouvelles et du côté politique, c'est ce qui se rapporte le plus proche, là, puis c'est pour ça que les gens font souvent parfois le saut entre côté politique et côté com stratégique. OK. Alors, si je comprends bien, c'est juste comme savoir qu'est-ce que tu aimes le plus, puis trouver un emploi dans ce domaine-là, essentiellement. Là. Puis là, si tu n'aimes pas ça, ben, au moins tu as l'expérience, puis tu vas savoir que tu peux chercher pour quelque chose d'autre après. Absolument. Tu finis souvent par toucher un peu à d'autres éléments, puis là, c'est ça, si tu as de l'intérêt, mais c'est que c'est tellement divers en termes de ce qui est disponible. Si vous aimez faire de la production vidéo, c'est une autre chose. Alors, c'est ça, non? Il y a vraiment un vaste éventail.
Il y a beaucoup de différents emplois en communication également, donc pas en manque. Oui, mais je dirais que quand on regarde le montant de communicateurs par rapport à d'autres positions, c'est souvent des équipes un peu plus petites, mais qui font du travail à grande envergure. Alors là, c'est moi qui vends ma salade de communicateurs, mais ouais, Non, c'est c'est vrai, c'est vrai. L'équipe avec qui je travaille, moi aussi, j'ai remarqué ça, ouais. Non, c'est bon. Une troisième question. Quels sont les éléments essentiels à inclure lorsque vous informez la direction ou les clients par rapport aux questions de communication? oui, ben, je pense que ça se rapporte un peu à l'histoire de tu veux, si ça se retrouvait sur la première page de la presse. Fait que les comms, c'est un environnement où tu veux pas de surprise. Alors, puis ça va pour les comms internes aussi. Si tu veux faire un brefage, c'est ça, bien connaître ton environnement public, euh, signaler les petits trucs qui pourraient justement être demandés et avoir des réponses. Alors tiens, donner des réponses à l'avance avec des messages clés. Fait que, on entend souvent parler de ça, de messages clés et de documents questions-réponses pour préparer une annonce quelconque ou une initiative de communication. Fait que c'est ça, pour faire un bon brefage, c'est avoir un peu ces choses-là de préparer. Puis c'est ça, être bien informé, être bien connecté. Alors, tu dois parler aux autres personnes de ton équipe, savoir qu'est-ce qui se passe dans les médias, savoir ce que les intervenants disent et tous les différents publics à travers le Canada. Mais sinon, je dirais aussi qu'un autre truc, c'est qu'on s'attend à ce qu'un communicateur soit capable de jouer le rôle de challenger. Alors, c'est-à-dire poser les questions difficiles, suggérer une meilleure façon de faire. Euh, parce que si vous le faites, ça veut dire que vous faites bien votre emploi. C'est pas que vous êtes difficile puis que vous voulez pas faire le travail. C'est vraiment, ça fait partie du travail d'un communicateur de remettre les choses en question. Puis des fois, c'est peut-être pour proposer une approche pour mieux gérer les fonds publics, pourquoi faire une grosse campagne publicitaire, une vidéo qui va coûter X montant quand tu peux potentiellement faire autre chose, une campagne par courriel qui va mieux rejoindre les gens finalement. Alors, c'est un peu appliquer cette pensée-là aux stratégies qu'on propose. C'est bon. Alors, vous jouez quasiment le rôle d'avocat, comme quand tu parlais tout à l'heure, de toujours être préparé. Alors, tu as parlé avec ton leadership, mais ensuite, tu vas avoir des questions-réponses de préparer en avance au cas où qui te posent les questions. Alors, tu anticipes, tu sais. C'est ça. Ça Exact. pardon, Il faut anticiper et puis avoir justement là, penser à si c'est nous qui était la personne, le porte-parole, il faudrait être préparé à tout ça. Alors, essayer de préparer les gens pour toutes ces choses-là. Puis, l'autre chose que je voulais demander, c'est comme la communication, j'ai la perception que c'est comme la communication écrite. Mais quand on parle de communication, est-ce qu'on parle aussi comme verbal, les présentations orales et des choses comme ça, ou est-ce qu'on met beaucoup plus de focus sur les choses écrites? Bien, absolument, hein, oui. Et tiens, même ça se rapporte un peu à des choses écrites parce que les allocutions, les discours sont souvent écrits, sont écrits par les communications finalement pour des événements à l'interne et à l'externe. Fait que oui, mais tout ce qui est justement, quand quelqu'un va devant les médias, je pense aussi à lorsqu'il y a pas juste des points de presse, mais si on doit préparer des officiels pour un briefing technique avec les médias. Alors, c'est un peu une préparation pour une présentation, mais c'est beaucoup, ça se fait beaucoup par l'écrit pour la préparation, mais oui, et puis je pense aussi aux équipes vidéo qui doivent souvent faire de plus en plus de vidéos des porte-paroles, des ministres. Tout ça, c'est un peu un aspect présentation, un aspect visuel qui devient de plus en plus important dans les communications. Je crois qu'à travers le gouvernement, il y a plus d'équipes qui s'approvisionnent et qui sont de plus en plus bien
bien préparé à faire ce type de communication-là. Alors, c'est ça, là, on le voit tranquillement, le communiqué de presse ne sera pas l'outil là, qui est infaillible. Mais je crois que le communiqué de presse écrit va toujours, va toujours avoir une raison d'être. On ne peut pas s'en empêcher. C'est bien, merci. Alors, quatrième question. Parlons un peu plus des médias sociaux. Peux-tu expliquer la différence entre l'utilisation des médias sociaux dans un contexte personnel versus professionnel? Alors, je pense qu'il y avait une question là-dessus aussi tout à l'heure dans les questions au début, là. Et puis moi, j'avais des questions par rapport à LinkedIn. Alors, je vais te laisser répondre à ça en premier. Oui. Bien, essentiellement, là, tout le monde utilise les médias sociaux. C'est quelque chose, je pense, qu'on fait dès notre réveil le matin. J'aimerais ça d'un fois dire, non, je n'ai pas regardé mon téléphone le matin, mais c'est pas mal ça qui se passe. Tu te réveilles, tu regardes ton téléphone et puis là, tu vas peut-être... ouais, c'est ça. Alors, en tant que fonctionnaire, c'est sûr qu'il faut surveiller un petit peu plus notre usage parce que on doit se sentir libre d'avoir des comptes de médias sociaux. On peut certainement les utiliser pour partager notre travail, pour collaborer avec d'autres en termes de nos activités de travail, puis indiquer pour qui on travaille, c'est correct, mettre notre poste et tout ça, mais ça vient avec le code de valeurs et d'éthique. Alors, mais que ce soit à titre personnel ou professionnel, que ton compte soit identifié en tant que vous êtes employé du gouvernement ou pas, vous devez absolument laisser le code de valeurs et d'éthique vous guider. Ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, tant qu'on respecte le code, là, puis qu'on protège la confiance du public par rapport aux institutions gouvernementales, qu'on reste impartial, on peut être bien confortable. Alors, parfois, on a peur, mais c'est juste vraiment utilisé comme son gros bon sens, des fois. Là. Je vais peut-être donner juste comme quelques petits exemples de choses qu'on peut faire et choses qu'on ne devrait pas faire. Alors, choses qu'on peut faire, c'est souligner le bon travail des autres autour de nous, partager des photos, des vidéos d'événements avec la permission de collègues, suivre les personnes avec qui on collabore ou bien aimer, publier, partager des infos par rapport à notre travail. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est pas divulguer les informations sensibles qui sont protégées ou qui sont pas destinées à la consommation publique. Alors, on revient à cette notion de choses qui n'ont pas été communiquées de façon externe. Ça, on ne peut pas le faire. Et si vous le faites, là, même par accident, c'est que ça pourrait avoir des conséquences. Et alors, il faut juste revenir au code de valeurs et de l'éthique finalement. Éviter les discussions qui critiquent ou qui attaquent le gouvernement et ses politiques. Rester impartial dans le sens de ne pas republier ou interagir avec des comptes qui sont partisans ou des partis politiques. Alors, c'est ce genre de choses-là. Si vous avez des doutes, vous avez toujours des ressources. C'est normal là, parce que l'activité sur les médias sociaux, c'est une zone grise quand même, mais n'hésitez pas là, à vous adresser à votre gestionnaire, au bureau des valeurs et d'éthique de votre ministère, à votre équipe des communications. Ils vont pouvoir vous guider là-dessus. Et puis, il y a aussi un bon cours là, de l'École de la fonction publique du Canada qui s'appelle Utiliser les médias sociaux en tant que fonctionnaire. Vous pouvez le trouver sur leur plateforme. C'est un cours de 2 heures virtuel qui va vous donner encore plus d'informations là-dessus. C'est bon, ça. Ce cours-là, je pense peut-être que je vais le prendre parce que, tu sais, tout le monde a presque tout le monde a des comptes des réseaux sociaux. Puis, c'est comme tu as dit, moi, ce matin, c'est définitivement une des premières choses que j'ai faites. Tu sais, c'est rendu une mauvaise habitude, là. Mais comme, tu sais, moi, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai aussi LinkedIn. Facebook et Instagram, j'ai comme quelques collègues, mais c'est définitivement plus personnel, tandis que LinkedIn, c'est beaucoup plus, c'est ma page plus professionnelle de ma carrière. Alors, tu sais, comme étant sur LinkedIn pendant des heures de travail, comme ça, as-tu le droit? Ou comme, tu sais, c'est là où que je vais féliciter mes collègues et que je mets des photos du travail, mais c'est comme tu as mentionné, il faut quand même leur demander leur permission.
Mais là, faire ça sur Facebook et Instagram, comme c'est quoi la différence, et ainsi de suite. C'est quoi ton point de vue par rapport à la différence entre, disons, Facebook et Instagram versus LinkedIn? J'aime beaucoup l'aspect. Est-ce que c'est correct pendant les heures de travail? Parce que ça, c'est justement, non, mais effectivement, c'est le type de question que tu dis, ben, on l'utilise pour notre développement professionnel. Je crois que, tiens, quand c'est dans le cadre des fonctions d'une activité professionnelle, c'est 100% correct. Et puis, tiens, ça revient un peu, j'aime beaucoup ta question parce que ça revient à où est-ce que tu identifies, me voici, tiens, Monica Chevalier en tant qu'employée pour le ministère de la Défense, comme là, c'est que je crois que tu dois faire un petit peu plus attention parce que les gens te voient vraiment là, en tant que représentant du gouvernement. Fait que si tu vas publier un article qui critique une politique du gouvernement, ben, c'est là où le gros bon sens va dire. Ouais, et les gens vont t'identifier. Là, je dis pas que c'est correct si tu vas faire ça sur ton compte Twitter anonyme, parce que ça pourrait quand même, c'est quand même pas la bonne chose à faire, mais on va dire, tiens, c'est peut-être correct si là, dans ton temps libre, tu mets des photos de voyage sur ton Instagram. Je crois pas que tu as besoin de t'en faire que quelqu'un va dire c'est Monica Chevalier de Défense nationale. Tiens, c'est comme si tu n'es pas là en train de t'identifier, il y aura moins ce risque de conflit. Mais c'est ça, c'est vraiment par rapport à l'activité comme telle qu'on fait. S'il y a des doutes, moi, vraiment, c'est ça, là, de consulter les équipes qui nous entourent là-dessus, parce que c'est certain, des fois, on se dit, je vais participer à une conférence. Est-ce qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait être sensible? Alors, c'est correct d'avoir des questions par rapport à ça. Et je crois que même les hauts placés là, nous demandent tout le temps, est-ce qu'on peut avoir les guides qui nous disent quelle est la... Alors, tu sais, c'est ça, c'est que reprendre ce training-là, cette formation-là, même moi, là, c'est quelque chose de bon à reprendre parce que c'est en évolution constante aussi. Là. C'est ça. Je pense que c'est toujours important aussi de se souvenir, une fois c'est en ligne, c'est toujours en ligne. Même si tu supprimes, là, il y a peut-être quelqu'un qui a pris une prise d'écran ou quoi que ce soit, ou qui l'a déjà envoyé à quelqu'un d'autre. Puis, alors, c'est toujours important de surveiller qu'est-ce qu'on écrit et nos opinions. C'est vraiment comme les gens qui travaillent pour le gouvernement. Nos opinions peuvent jouer un gros rôle puis commencer quelque chose qui ne serait pas nécessaire. Donc, puis attention Absolument. à ça, je pense que c'est très important. Je vais te poser une dernière question, mais je pense ensuite que ça va être la fin pour ça. Au sujet du bilinguisme et de l'accessibilité, pardon, est-ce que ce sont des éléments qui doivent faire partie de toutes les communications au gouvernement du Canada? Ben, en 1 minute, parce que je vois qu'on est à la fin, la réponse facile, ben, c'est oui. Oui, ça doit faire partie de toutes nos communications. Surtout l'aspect, ben, je ne dirais pas surtout, mais l'aspect bilinguisme, oui, les 2 langues officielles doivent toujours être utilisées lorsqu'on communique aux employés et à l'externe. Et puis, je vais dire aussi, en ce qui concerne l'accessibilité, c'est aussi une nécessité. Là, on a parlé de texte alt text dans une des questions au tout début. C'est quelque chose qui doit absolument faire partie de tout notre contenu web, nos médias sociaux. Alors, c'est ça. Là, on sait que les gens nous demandent pas toujours pour l'accessibilité, alors on doit l'offrir. Ça fait partie de notre travail de communication, de mettre en œuvre la loi sur l'accessibilité qui nous demande d'être accessible à tous les Canadiens. Fait que c'est quelque chose sur quoi on évolue puis on s'améliore et on est de plus en plus inclusif au gouvernement du Canada. Alors, c'est un beau défi. 100%. Je pense que c'est aussi important de se souvenir que, comme moi, personnellement, je travaille à Ottawa, en Ontario, où souvent la plupart des gens sont anglophones, mais on est à côté du Québec aussi, alors il y a plusieurs francophones. Même là, si je communique avec quelqu'un à Vancouver ou au Nouveau-Brunswick, quoi que ce soit, tout le monde a le droit à utiliser la langue de leur choix, la langue officielle de leur choix. Alors, j'imagine en communication, il faut toujours que vous soyez vigilant et que vous utilisez les 2. Hein? Exact. Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous, Alex. C'est vraiment le fun de pouvoir te parler puis d'apprendre quelque chose en communication. Moi, je vais retourner à mon équipe ensuite puis leur laisser savoir qu'est-ce que j'ai appris avec toi aujourd'hui. Et puis, c'est ça.
Merci. Super. Merci beaucoup, Monica. Merci, Olivier. Merci beaucoup à vous deux. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Puis, un grand merci également à tout le monde qui se sont joints à la session d'aujourd'hui. Et puis, Monica, ta modération était excellente. Alexandre, toute l'information que tu nous as donnée aussi, c'était super intéressant.